Je m'appelle Sarah Gagnon-Turcotte. Je suis directrice du laboratoire de recherche appliquée chez Nord-Ouvert et je serai votre animatrice aujourd'hui. Nous allons avoir la chance d'entendre 3 conférenciers au parcours et au profil distincts, mais qui sont unis par leur expérience en matière de partage de données. Ils vont prendre chacun une quinzaine de minutes pour vous présenter leurs initiatives numériques et le rôle de la collaboration dans leur succès. Après quoi, on va avoir une période de questions et réponses d'une vingtaine de minutes qui va être ouverte à tous les participants. Alors, on va commencer, mais avant de donner toute la place à nos conférenciers, j'aimerais inviter Frédéric Julien, qui est directeur recherche et développement au sein de CAPACOA, l'Association canadienne des organisations artistiques. Il va nous dire un mot aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'on est réunis ici. Frédéric Julien parcourt le milieu des arts de la scène depuis de nombreuses années, à titre d'artiste, de gestionnaire, d'expert conseil, d'activiste même. Puis il travaille depuis 2010 déjà chez CAPACOA. Il dirige les activités de recherche, mais aussi de transformation numérique et de développement de politique. Et Frédéric pilote actuellement l'initiative Un avenir numérique lié, de Linked Digital Future, qui favorise la découvrabilité et la transformation numérique dans les arts de la scène. C'est une initiative dans laquelle s'inscrit notre rencontre aujourd'hui. Alors, j'aimerais donner la parole à Frédéric. Merci beaucoup, Sarah. So before we start, I thought we should perhaps have a look backwards at the Link Digital Future initiative, which started a while back. The idea for this initiative started taking shape back in 2017. And at the time, cultural workers were just starting to hear about metadata and the crucial role it plays in the discoverability of the arts. And at the time, the very low adoption of metadata in the performing arts created a sense of urgency, and that created at the same time a fertile ground for collective action. So since then, CAPACOA has worked with partners from across Canada and around the world to define metadata standards for the performing arts and to build a Canadian knowledge graph called Arts Data. In general, the response from the performing arts sector has been very positive. And in certain instances, it's been so positive that at the end of our sessions, people were asking us, so where do we sign up? And we didn't quite know what to answer because the response was just much greater than what we had anticipated. Bien sûr, l'ampleur de la tâche à accomplir a aussi suscité des doutes. L'idée de mettre des données en commun, ça a aussi suscité une certaine méfiance. Alors, rapidement, les aspects humains et éthiques de ces vastes chantiers-là ont pris une importance aussi grande que les aspects techniques. L'an dernier, les membres du comité consultatif du projet de recherche lié à l'avenir numérique des arts de la scène ont conclu qu'il est important de comprendre la dynamique à l'œuvre entre les différentes parties prenantes et de comprendre quel type de coopération serait favorisé en augmentant le partage et la mise en commun des données extraites de la chaîne de valeur des arts de la scène. Megan, can we move on to the next slide, please? And I continue with the quote. Il faut mettre au point une structure de gouvernance des données en coopération avec des représentants de différentes sections du secteur des arts afin d'établir qui peut partager quel type de données, avec qui et qui aura autorité sur quelles données ou informations. Le cadre de gouvernance doit s'attaquer aux enjeux éthiques, techniques et opérationnels. Alors, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la suite directe de cette recommandation. Je vais donc céder la parole maintenant à Sarah pour qu'elle nous présente nos conférenciers. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette introduction. Ça nous a mis le contexte en tête dans lequel on va pouvoir écouter nos 3 conférenciers aujourd'hui. Alors, j'aimerais débuter en accueillant notre première conférencière, Mme Claudia Pétot, de l'organisme Apidae Tourisme, qui va nous parler aujourd'hui directement de France. Elle nous parlera de la plateforme Apidae, un entrepôt de données utilisé pour gérer de façon collaborative les informations touristiques. Claudia travaille depuis 11 ans déjà au succès du projet Apidae,
d'abord en tant que responsable des communications pour le réseau, puis comme responsable des partenariats. Donc, l'essor du réseau et celui de la data l'ont peu à peu amené à se spécialiser dans le domaine des données, avec comme toujours l'objectif de relier les acteurs et de favoriser les synergies. Claudia, la parole est à vous. Claudia, vous êtes encore en mode... vous êtes encore en sourdine. Ah, pardon. Bonjour. Désolée. J'ai quelques petits soucis de connexion, mais ça ne saurait tarder. Hop. Prenez votre temps pour lancer votre diaporama. Est-ce qu'on dit encore ça, diaporama? Donc, partagez l'écran au bas de votre panel Zoom. Hop. Alors, là. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous aimeriez que nous partagions votre écran? Ah, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Bon, parfait. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler d'un exemple de collaboration autour de la donnée qu'on a mené au sein d'Apidae et pour lequel on a mixé une expérience autour du tourisme et de la culture au sein pour les Journées du patrimoine en France. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, donc au sommaire, qu'est-ce qu'Apidae et quelle est notre aventure, puisqu'on a une certaine antériorité, on a pas mal évolué dans la collaboration autour des acteurs et des données. Je vous en parlerai davantage ensuite de la fameuse expérience autour de la culture et des données touristiques. Et un petit mot pour 2020 et l'aventure qui continue côté Apidae. Donc rapidement, Apidae, qu'est-ce que c'est? C'est une société coopérative maintenant. Et notre objectif est vraiment d'amener du lien autour des acteurs qui tournent autour du tourisme pour créer davantage de valeurs locales. Donc, on est sur deux axes. Le premier axe, c'est une plateforme de data touristique où les offices de tourisme et autres acteurs du tourisme saisissent en collaboration la donnée. Et cette donnée va être ensuite mutualisée pour différents usages dont j'aurai l'occasion de vous parler. Et on a un deuxième axe qui est sur la mise en lien des acteurs et notamment l'animation à tous les niveaux. Que ce soit au plus près du terrain, donc des professionnels organisateurs d'événements comme vous en France, mais aussi les hôteliers, touristes, et autres acteurs du tourisme, et d'autres communautés qui travaillent autour, dont j'aurai l'occasion de vous parler. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est notre fameuse route. Donc, on a commencé en 2004 où notre objectif, c'était déjà de stocker une donnée pour qu'elle puisse être utilisée, saisir une seule fois et qu'elle puisse être utilisée par différents acteurs. Donc, à l'époque, on était une seule région en France avec 8 départements. En 2012, on a été davantage sur la coopération entre les membres avec une nouvelle plateforme qui était beaucoup plus ouverte et qui permettait de pouvoir extraire les informations facilement sur différents contextes. 2015, on a développé le système. On a eu plusieurs régions qui sont venues nous rejoindre. On atteint maintenant 25 départements différents et à partir de 2020, l'objectif, c'est vraiment de mettre en relation les communautés et créer davantage de valeur. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure.
Donc rapidement, le réseau aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, donc 25 départements et une collectivité d'outre-mer qui est la Nouvelle-Calédonie, nous a rejoint. Donc on a 1300 clients qui sont des structures membres. Donc vous avez les différentes communautés, donc les acteurs territoriaux qui représentent 50% de ces structures, des fournisseurs de services comme des agences web et autres qui vont travailler pour ces acteurs territoriaux pour utiliser la data au service de leur propre support. On va avoir aussi un certain nombre de socioprofessionnels qui la représentent peu, mais parce que en fait, leur compte utilisateur est largement inclus chez les acteurs territoriaux. Donc, on a 24 000 utilisateurs en tout qui utilisent quotidiennement la plateforme Happy Day de data. 370 000 objets touristiques, donc comme je vous disais, que ce soit des fêtes et manifestations, que ce soit des restaurants, quoi faire, quoi voir sur les différentes régions que vous voyez, qui se retrouvent dans notre plateforme de données. Et on a un peu plus de 2280 projets qui sont alimentés à travers grâce à cette plateforme. Alors, un zoom donc sur l'exemple d'Happy Day EGEP. En fait, Happy Day EGEP est un témoignage d'une collaboration qui s'est faite entre des acteurs de la culture et ceux du tourisme en 2016 et qui finalement continue chaque année. C'est arrivé au départ avec le responsable de la culture de la métropole de Lyon, qui avait plusieurs besoins, notamment celui de pouvoir facilement recueillir les fêtes et manifestations qui avaient lieu lors des Journées du patrimoine. Donc, je ne sais pas si vous êtes habitué aux Journées du patrimoine chez vous. En France, c'est un événement qui a lieu le troisième week-end de septembre et qui permet à des établissements qui d'habitude ne sont pas ouverts au public d'ouvrir leurs portes et de présenter différents types d'animations, que ce soit des concerts, du théâtre ou juste une visite libre ou guidée. Donc, en fait, Lyon avait besoin de pouvoir avoir un outil pour saisir ce type d'information, pouvoir l'adapter à ses propres besoins, parce qu'ils ont des thématiques qui sont des thématiques nationales, mais aussi des thématiques locales qui sont liées au patrimoine local à Lyon, qui sont par exemple les mères lyonnaises, qui sont des chefs féminines du patrimoine culinaire lyonnais. Et les outils qu'ils avaient à disposition ne leur correspondaient pas, donc ils ont discuté avec leur office de tourisme à Lyon, qui eux travaillaient déjà sur Happy Day, sur notre plateforme, mais l'outil était un peu gros et surtout adapté au tourisme. Donc en fait, en discutant ensemble, ils se sont dit on a peut-être intérêt en commun à saisir sur un outil beaucoup plus simple, parce que inversement, l'office de tourisme, lui, n'était pas proche des acteurs de la culture et avait besoin également pour les Journées du patrimoine de pouvoir saisir un programme et de pouvoir proposer des programmes. Donc, ils ont commencé à discuter entre les deux. Donc, ils en ont parlé aux animateurs Happy Day. Les animateurs Happy Day disent oui, tiens, c'est une très bonne idée. On a d'autres besoins également en Isère, par exemple, où on avait le département qui avait cette même problématique de chercher un outil du point de vue de la culture et du point de vue du tourisme. Ils avaient aussi besoin de recueillir ces informations-là. Et ça finalement l'outil a été un prétexte pour permettre de communiquer entre différents acteurs. Donc là, je vous ai mis une présentation de l'outil. Donc, c'est un outil qui permet de saisir ces offres avec des champs personnalisés, qui va permettre de gérer toute la partie compte des organisateurs d'événements. Donc, les organisateurs d'événements, ça peut être des mairies, mais ça peut être aussi des particuliers qui vont très simplement pouvoir se créer un compte. Et on va avoir bien sûr de l'aide en ligne et la possibilité également de continuer sur le projet. Donc on a une partie aide qui est à la fois en ligne sur l'accompagnement des offres, des acteurs culturels pour qu'ils saisissent l'offre. Donc là vous voyez, vous avez des conseils sur le titre, etc. Mais surtout vous avez une hotline avec des gens dédiés
Et on a eu toute une série d'ateliers également pour préparer et présenter cet outil avec une personne en ligne en cas de souci qui va pouvoir répondre, valider le projet et ensuite l'information sera automatiquement saisie à la fois sur cet outil-là et à la fois sur Apidae, sachant qu'Apidae a un gros réseau de diffusion. Donc une information qui va être saisie une fois va être finalement multipliée au niveau de sa diffusion. Donc on va pouvoir également commander des supports papier pour l'événement. Donc c'est un événement, les Journées du patrimoine. Donc chaque mairie peut à travers cet outil-là commander ses affiches, ses programmes, ses panneaux pour cette mise en avant. Et ces informations sont centralisées et ensuite donc le responsable de la culture va pouvoir gérer automatiquement tous ces envois de messages. Également, il pourra faire un bilan à la fin de l'opération qui lui permettra de voir comment a fonctionné, comment cela a fonctionné. Donc, je vous ai mis quelques exemples de la saisie et de la diffusion qui est derrière. Donc là, sur un exemple de l'Orchestre national de Lyon qui a mené un concert. Donc l'information a été saisie en ligne, donc sur le site des Journées du patrimoine de Lyon, donc avec les informations qui ont été saisies, avec la géolocalisation et autres, et avec une addition également de data autour du transport. Donc là, OnlyMove, c'est une autre initiative de Lyon qui propose aussi tout un réseau maillé de comment je fais pour arriver d'un point A à un point B en utilisant à la fois les transports en commun, le covoiturage et autres. Deuxième type de diffusion, ça va être également le programme papier, mais également d'autres sites. Là, j'ai pris l'exemple de Saumur qui a aussi rejoint la plateforme, donc sur son site qui diffuse la donnée. Mais on va avoir aussi des panneaux d'affichage qui peuvent être pris en charge, par exemple, sur l'Isère. Donc l'Isère, vous avez Grenoble. Grenoble, vous pouvez avoir effectivement le site de Grenoble qui va pouvoir afficher, mais également les communautés de communes, mais également au niveau du département, au niveau de la région, et aussi divers diffuseurs qui sont avec nous et qui vont pouvoir réutiliser l'information, donc en application mobile, sur des panneaux d'affichage, sur des sites internet, sur des programmes papier et autres. Une information saisie sur Apidae peut être diffusée sur 30 supports différents. Voilà. Rapidement, donc c'était un exemple concernant les Journées du patrimoine et le partage entre la culture et le tourisme. Mais sur Apidae, on a, à travers l'organisation qui est au plus près du terrain et les animateurs et les contacts permanents que nous pouvons avoir avec nos différents clients et membres, on a des remontées, donc on s'est organisé autour du contexte sanitaire Covid très tôt, dès le premier confinement que nous on a eu en mars. On a eu les offices de tourisme qui nous ont interpellés en disant nous on a besoin d'informations, de champs supplémentaires pour pouvoir renseigner sur nos sites internet les touristes à l'accueil. Et on a mené comme ça, donc on a upgradé notre système qui permet maintenant de saisir à la fois des informations sur comment accueillir le touriste en sécurité, quels sont les établissements qui proposent du click and collect, quels sont les établissements qui proposent la vente à emporter et autres. Et ces informations-là vont être utilisées à différents niveaux, bien sûr. Donc encore une fois, multiplication de diffusion. Et sont notamment reprises sur la carte de France nationale qui recense tous les POI qui sont ouverts et les contextes qui permettent de l'accueil safe des touristes. Également, nous avons une nouvelle levée de fonds qui est en cours, puisqu'on s'est monté en tant que société coopérative.
Et après la data, on est en train de travailler et on a mis en œuvre une nouvelle plateforme qui met vraiment en lien les acteurs. Donc, je ne sais pas, Sarah, combien de temps il me reste de disponible, hein, rapidement. 2 minutes. Bon, alors je vais faire vite. Je vous ai mis quelques exemples de donc cette plateforme. Elle permet à la fois d'avoir un annuaire de tous les membres Apidae, que ce soit donc soit des fournisseurs de services qui ont des services à proposer, mais également des acteurs territoriaux qui ont des savoir-faire et également des besoins. Donc là, on a par exemple deux fiches de fournisseurs avec des références qu'ils ont pu travailler avec certains de nos membres et également des évaluations. Et d'un autre côté, on propose donc des annonces. Donc chacun peut libeller sa propre annonce. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Donc par exemple, signaler les solutions qui favorisent le développement de l'économie locale et la consommation en circuit court, avec un descriptif et la possibilité de chacun des membres de pouvoir participer au projet en disant ben oui, moi je suis intéressée, soit j'ai une solution à vous proposer, soit j'ai les mêmes préoccupations et je voudrais du coup participer au projet. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est recherche d'outils et services pour permettre une collecte d'informations. Donc on a plusieurs outils comme Apidae Jab qui s'est montré, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Qui sont spécialisés sur les événements parce que notre base de données peut être un peu complexe. Donc, en fonction des besoins, on a différents prestataires, donc fournisseurs de services, qui ont chacun développé une solution et qui peut être en complément avec notre plateforme. Et l'ensemble de l'écosystème entre les fournisseurs, enfin les services proposés par les fournisseurs et Apidae permet vraiment d'avoir une nébuleuse et un écosystème de services associés à la data et à la collaboration. Voilà. Sinon, on a aussi un autre prestataire qui nous a proposé son nouveau calendrier de formation et autres. Donc, on est vraiment maintenant sur cette logique-là au-delà de la data, de partager aussi les savoir-faire, les besoins, les envies, vraiment pour favoriser le lien. Voilà. Et si l'aventure vous intéresse et que vous souhaitez nous suivre sur nos actus, je vous ai mis en lien notre site, donc Apidae Tourisme, où vous retrouverez le lien à la fois vers la plateforme de data, vers la plateforme sur la mise en lien, et puis d'autres actus. On a une newsletter si vous souhaitez vous joindre à nous. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Vraiment, 24 000 utilisateurs, 370 000 objets touristiques, 30 supports différents à travers lesquels la donnée est poussée. Vraiment, la puissance de votre plateforme est impressionnante. Je vous inviterai à couper votre présentation, s'il vous plaît, pour qu'on puisse passer au conférencier suivant. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous dès le départ, for those who were not with us at the beginning, we offer live translation. Nous offrons la traduction simultanée. Nous allons passer à l'instant à l'anglais. Donc, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Interprétation » dans votre panel Zoom au bas de votre écran Zoom. Vous pourrez choisir le canal de communication qui vous convient. Patrick, we will now move on to you. Patrick Towell from the Audience Agency is a UK-based charity whose mission is to help cultural organizations use national data to increase their relevance, reach, and resilience. Patrick, if you want to start putting up your own presentation, go ahead. In 2005, Patrick founded Golent Innovation, whose mission is to share innovations across the creative, digital, third, and public sectors. In 2018, it merged with the Audience Agency to become its enterprise arm, and where Patrick is now Innovation Director.
Patrick is quite active in the UK cultural sector. He is financial and business advisor for the Arts Council England, digital advisor for the National Lottery Heritage Fund, and former resilience advisor for the Arts Council Wales. But he is also involved in a variety of global initiatives. Formerly, he was Information Society Working Group Chair for the UK's National Commission for UNESCO, and Marketing Chair for International Standards Committee for E-Learning. He is now Global Policy Research Fellow for the Institute of Technology and Society, a think tank for the Global South. So welcome, Patrick. The floor, or should I say the mic, is yours. Okay, wonderful. Hopefully you can hear me now. Is that okay? Yes, all good. And I had some very strange things with Zoom today about the way my screen sharing works, but hopefully we've now got that working so that you can see the title slide. Is that okay? Yes, we see it perfectly. Brilliant. In which case I will start my timer. Thanks so much for asking me to speak. I'm actually speaking from a very old 370-year-old cottage in Cornwall. Which is, although it's not snowing outside, you can tell from me wearing my jumper that it is quite cold here, so my apologies. I am wearing a smart shirt, honest. It's great to talk about audience agency and audience finder. And in some ways I can talk about this in a historical way and in a reflective way, which is the wonderful chance that you've given us today to think about the history. And I've been involved in the history of it for the last 3 years, but in fact, it's got a much longer history than that. My involvement first in cultural metadata that you mentioned earlier was first in 2003 in the UK, where there was an initiative called Curriculum Online, where £500 million worth of public money was invested in resources for schools. And a lot of that content came from the cultural sector. And as a result, I became involved in the British and international standards to do with metadata for education and for culture. But today I'm actually going to talk about open data around audiences and their engagement with culture. So in governance, we do quite a lot of work on advisory work on governance of other organisations as well, not just our own. And it's all the normal journalistic questions of like, it's governance of who, governance of what, governance when, and why. And so I asked myself those questions and to try and explain how we've ended up with the model that we have. And so we're a thing called the Audience Agency. It's a charity. It's a UK-wide charity, which has some international work. And then the other who are the cultural organisations that are using our data to increase their relevance and reach and resilience. And then we have their audiences, so their customers, audiences, visitors, people, let's say people. And then we have groups of those cultural organisations. We have sector bodies, for instance, for heritage or for theatre or for outdoor arts. And indeed, we have regional and national and policy funding bodies, including Arts Council England, who was our first kind of regular core funder. Just realising, asking the governance question, what we have to do is we have to balance the interests and rights and obligations of all of these different people. And that's a non-trivial task. The other thing is to just very briefly look at what is it the governance of. So we have some data that's coming from surveys of audiences and visitors and other people, participants. We have ticketing data, which comes via the vendors of ticketing systems that work with all these cultural organisations. When we say arts, culture, heritage, always. Things magically happen by, well, I won't describe exactly how, but they do. And one of the things that happens is that these audiences are segmented according to a segmentation, which is
attitudinal behavioral segmentation to do with culture. And then what happens is each organization can get their own personalized dashboard, and then we can have national and indeed regional benchmarking and quite a lot of standard reports which people can run and use themselves. So this is what we're talking about here. The other thing in governance is to think about, well, why are we doing this? And we already mentioned these overall aims of resilience and relevance and reach. And I went back to some of the original logic models, theories of change that were used in earlier documentation. So we've got the delivery of the audience finder platform, we've got engagement with that platform by the professionals working in those organizations. We've got the growth of understanding, that kind of change management that Claudia was speaking about, and reaching new activities and broader kind of range of audiences and things. And then a kind of, it's not the ultimate impact, but one of the key impacts then is that we've got in data-driven decision-making, or we've got a kind of decision-making which is informed by evidence. But also, it's tempting to think that we're creating the governance of the data or the governance of the system that the data's held in, but we're also creating the governance of all the value-added services that lie on top of the data and the platform. And so this is a obviously very quick explanation of that we're providing support and community around the platform. We're then doing added value things which turn analytics into actual insight. And then we're doing change work where we're advising people on their business strategy, or on their commercial strategy, on their even just on more general audience development. Again, a wonderful excuse for me to understand the history of all of this. So I talked long and hard with our founder, whose idea this was, Anne Tergiani, who put together this timeline, and we can see, it's wonderful to see the stories of the other speakers as well, how long these things take. And so we've got, before the audience agency existed in 2012, we've got these initial pieces of research and development, which is kind of proving the case for the use of this data sharing and data aggregation. And then we've got a London body that was formed. We had various other bodies that were formed, and then a merger into a national organization. Then there was further scoping and prototyping. And then there was a pilot with museums. And finally, Arts Council England made it a condition of funding that if you got funding from them, you would take part in this service. And obviously that's an element in governance, because that's a compulsion, and yet that we have to have some rules that mean that people are comfortable to do that. We did work with Nesta on data culture. We also got Innovate UK funding from, which is a public funder of commercial innovation. And then what that did was we actually got regular funding from the Arts Council England, and we established the charter of the governance only then. So one of our kind of messages today is that you can, in theory, it would be wonderful if we'd established that charter of what are the behaviors and the rules about the use of the data in the platform earlier. We didn't. What people did was they trusted us, and we listened to what they wanted, and we were continually road testing what were the trust elements that they required of us. And then when we did our user-centered study in 2018, one of the outputs from that was realizing we needed to write that down properly, and actually I'm really glad that we did. And then I'll say a bit more about this later. I know I've got 7 minutes left, which is that then we went into Welsh and Scotland, and then last year, rather this year, saw the beginning of our work in Canada and elsewhere internationally. But what is in this charter, right? So there's something about your needs first as a cultural organization,
and about making it useful, about making it confidential, and it's also about the commercial parameters, so that if we do have to generate profits, because running this kind of thing is very complicated, and we have to create profits in order to invest in the future. But the profits that we make from this are invested in this and in these people again. There's something very important to us. We're a user-centered, people-centered. That's an ethical stance. It's about cultural democracy. It's also a pragmatic stance. This is what we believe in the way that you create digital services, in the way that you create public services, and we believe that it's right. And there's something about us being a data trust. Now, when this started, I don't think people talked about data trusts. Maybe a small number of people did. But I think it's more recognized that there's that we are entrusted to hold this data on behalf of the audiences and the cultural organizations in the UK. Just to give you a very, very quick idea, this is the next generation of what's being built with partners in Canada and about to be in Berlin and in Scandinavia. And it's what also will be rolled out in the UK soon, which kind of gives you this kind of insight, so that people running organizations can optimize their marketing, their engagement, and in fact radically start perhaps changing their programming based on data. And also there's another thing about this, helping organizations do the kind of reporting that they need to do to their funders. And so instead of having an extra step, it's automating as much as possible. But part of that ethics and part of the behaviors that we have to maintain is that data is provided to the funders at the behest of the organizations concerned, and they control what the funders see. The funders would like to see more, we don't let them. It's really important. And this is some of the new functionality that we actually gained by doing work with audiences and cultural organizations. And this is where you go from insight to action, where we're actually helping people work out what questions they need to ask of the data, because in many times they're not quite sure what they can ask. But I think you wanted me to summarize where this got us to. And so it's got us to an unprecedented scale of data, cultural engagement data. Now, perhaps it's true that there are interpretations of perhaps what YouTube and Facebook and Apple and other people have as being cultural engagement data. But with the real physical world of culture, I think this is the biggest cultural engagement data set in the world. And this doesn't really include what's happened in recent months. So as I mentioned, we've gone from Arts Council England and English organisations to Wales and Welsh organisations to Scotland and Scottish organisations. And I do really think that that work that we did, where we summarised what the ethics were, that charter, was a way of very quickly making those stakeholders comfortable, because we've done the work in England, and then people are comfortable in Scotland and Wales. Just obviously to say, with the context that we're in with COVID and recovery from COVID, the emphasis on resilience, financial resilience and business models, and also people reinventing what they do rather than just optimizing their existing model, and also the incorporation of data from digital services, digital platforms, is more important than ever. Just to say that, of course, governance has to be implemented within technology, and the real world is messy. So when we're working internationally, we've got things with individual organizations, we've got nation states, we've got regions and countries, and we've got universal, because still we would like to do international comparisons and benchmarking. There may be organizations that are working in more than one country. And so implementing these governance principles in a multi-tenant, multi-territory, multilingual system is non-trivial.
to say that our ambition is to work with existing and partners that we're in discussion with, and just say again that this international network using insight to grow themselves and to sustain audiences, the trust and the governance of the data and the technology, and I think we're moving to a point where we actually also have to govern the technology as well as the data held, is absolutely critical. And so just to mention that we're really, really, really proud to be working with Synapse-C. And you know, it's about taking our experience in the UK, it's about taking R&D that's been funded in the UK, but it's making sure that the Canada solution is Canada grown and responds to those local needs. There is now an unprecedented ability to link and compare different data sets. And indeed, the link across to tourism is really interesting. I'd say also the link across, I'm speaking to colleagues in government agencies who have data about engagement with nature and environment, and we've never made that connection before. I think it's really interesting. Also, we do incorporate some data about engagement with sport as well. So we're looking forward to have a minimum viable product in organizations' hands early next year. Just finally, thinking afresh, as you've made me do today, thank you. There are many dimensions to data governance, and I think that we've got more, all of us have more work to do. So we've got privacy and anonymization, we've got data sharing and interoperability, we've got protection and security, which often people forget. And then with the increasing use of AI, we have this idea of responsible innovation, and we're actually just working on anti-racist research guidelines at the moment. So I think I've hit the 5 minutes, and my thing says that I did it. Phew. Right on time. Good job. Thank you so much, Patrick. Your ambition is really inspiring. I think you help us understand how perseverance as well as strong values are really key to building successful data collaboration. Thank you very much. Thank you. Okay, we're going to switch back to French, so you can either deactivate your interpretation channel or move to the other channel if you prefer. Alors, on va passer au français. Ça va être maintenant le tour de Patrick Joly, le dernier mais non le moindre, de venir nous parler. Patrick est diplômé en finance et en économie appliquée de HEC. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des technologies où il a exercé tour à tour les rôles de directeur des finances, vice-président du service à la clientèle, directeur général. Puis depuis 2018, il a été nommé directeur général de la Société de gestion de la Banque de titres de langue française. La BTLF, pour faire court, est un organisme interprofessionnel qui, grâce à la mutualisation des données de la chaîne de valeur de l'industrie du livre, commercialise une base de données bibliographiques nommée Memento, ainsi qu'un service d'information sur les ventes nommé Gaspard, en soutien à la vitalité économique de ce secteur. Patrick va nous en dire un peu plus là-dessus. À toi l'honneur. Merci. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez en mode présentation? On voit l'écran, mais pas en mode présentation. OK. Au bas de l'écran, le petit icône. Ouais. Le dernier à droite devrait te permettre de faire une présentation en mode plein écran. Dans le bandeau rouge en bas. Ouais. Oui, ça oui. Là, je suis en plein écran, mais je le vois sur mon autre écran. Bon. Enlever. Et là? Oui, ça fonctionne. Voilà. OK. Donc, premièrement, oui, OK. La BTLF, oui, la Société de gestion de la BTLF, c'est quoi exactement?
Attendez. La BTLF, c'est une organisation à but non lucratif qui est une organisation au service des professionnels de l'industrie du livre qui existe depuis 20 ans. On est le leader dans l'implantation de normes internationales pour le livre francophone au Québec. Le pivot de l'intégration technologique de la chaîne du livre francophone au Québec. Et un point important pour la présentation d'aujourd'hui, la BTLF, comme on dit, jouit d'une position privilégiée au cœur de la chaîne du livre parce qu'on est un lieu où convergent les intérêts de tous les intervenants. La BTLF a été fondée et administrée par les diverses organisations professionnelles dans la chaîne du livre au Québec. C'est quoi la mission de la BTLF? La mission de la BTLF se décline en 3 points. Le premier point, c'est de contribuer à l'amélioration de la commercialisation des produits de l'édition en langue française au Canada et au Québec. Deuxièmement, c'est de favoriser la promotion et d'encourager aussi la commercialisation des produits de l'édition canadienne et québécoise en langue française, encore une fois, à l'étranger. Et finalement, un point encore une fois important pour la présentation d'aujourd'hui, c'est d'encourager et de favoriser la communication et la collaboration entre les différents intervenants de la chaîne du livre, que ce soit les éditeurs, les libraires, les distributeurs, les bibliothécaires, les diffuseurs et ainsi de suite. Donc, on est vraiment l'organisme au milieu de l'ensemble de la chaîne qui essaie de faciliter les échanges, si on veut. Un peu d'histoire pour comprendre d'où vient la BTLF. La BTLF a été fondée en 1996 par 3 associations. L'ALQ, qui est l'Association des libraires du Québec, l'ANEL, qui est l'Association nationale des éditeurs de livres, et l'ADELF, qui est l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française. Les 3 donc finalement, les éditeurs, les distributeurs et les libraires se sont mis ensemble pour fonder une organisation qui s'appelle la BTLF. En 2004, la BTLF a conclu une entente de partenariat avec un partenaire français qui s'appelle Electre, qui est notre partenaire pour les données françaises. Et il nous a permis de créer Memento. Memento, c'est quoi? C'est un catalogue en ligne de produits de l'édition francophone, qui est le plus complet au marché au Québec. On a présentement 2,5 millions de titres qui sont présents dans Memento, un peu plus même que 2,5 millions de titres. Donc, c'est tout le contenu francophone disponible au Québec. En 2009, la BTLF s'est dotée d'un nouvel outil qui s'appelle Gaspard, qui est un système d'information sur les ventes. On va revenir plus loin, là, je vais vous expliquer ce qu'il y en a exactement. Et depuis ce temps-là, justement, la BTLF, on travaille à améliorer nos outils. On vient de compléter une refonte de Gaspard, la couche technique sous-jacente. Et aussi, on est dans un exercice de refonte de Memento. Donc, on est en train de reconstruire une nouvelle version de Memento, plus au goût du jour, si on voulait. La BTLF, on se définit, c'est le principal joueur numérique dans la chaîne du livre, comme on dit. Un des points importants, puis encore une fois pour aujourd'hui, c'est un point qui est clé, c'est l'adoption de standards internationaux est un volet essentiel pour assurer l'interopérabilité des données et la découvrabilité. On parle de données ouvertes, on parle de données partagées, on parle d'interopérabilité, c'est tous des mots à la mode, comme on dirait, mais afin de faciliter ces échanges de données-là, on doit adopter des standards. Il faut que les bases de données puissent se parler, puissent s'échanger des données et se comprendre, si on veut. Donc, à la BTLF, on travaille à l'adoption de standards. Par exemple, dans la chaîne du livre, pour échanger des métadonnées, il y a un format XML qui est un standard international qui s'appelle BLONX. Donc, c'est un format accepté internationalement et où les balises sont standardisées et tout. Donc, ce qui facilite l'échange des informations entre les différents intervenants de la chaîne au lieu que chacun ait sa façon d'encoder les données. Donc, le but, c'est de faciliter l'échange des données. La BTLF, donc, on est un hub de la métadonnée de la chaîne du livre au Québec.
ce qui nous permet d'offrir des outils justement pour faciliter la gestion des données par les différents intervenants de la chaîne. Donc, on est vraiment positionné au milieu de la chaîne. En résumé, ce que la BTLF fait finalement, c'est qu'on récupère, si on veut, les métadonnées de nos membres, des éditeurs et des distributeurs. On la complète, parce que la métadonnée qu'on reçoit n'est pas toujours parfaite. On la complète, on la structure et on la diffuse. Donc, on est un agrégateur de métadonnées, si on veut, au sein de la chaîne du livre. On reçoit les données, on les compile et tout, et on les redistribue par la suite. C'est vraiment ça le mandat à la base de la BTLF. Je vous dis qu'on est une organisation interprofessionnelle, c'est-à-dire un des points, des clés du succès de la BTLF, c'est justement ce côté, si on voudrait, apolitique, c'est-à-dire représentatif de l'ensemble des partenaires. Notre conseil d'administration est formé de 11 membres et on a des membres on a des éditeurs, on a des libraires indépendants, on a des éditeurs, on a des distributeurs, excusez-moi, des bibliothèques, des coops en milieu scolaire, des chaînes de livres. Donc, tous les intervenants de la chaîne sont présents au conseil d'administration de la BTLF, ce qui fait qu'on n'a aucun parti pris et on prend des décisions dans le bien de l'ensemble de la chaîne, ce qui donne de la crédibilité aussi à l'organisation. Je vais vous parler rapidement de nos deux principaux produits. Le premier, Gaspard. Gaspard, comme je vous disais, c'est un système d'information en temps réel sur les ventes. C'est un outil finalement, ce qu'on fait, c'est qu'à toutes les semaines, on récupère un fichier avec l'ensemble des transactions, l'ensemble des ventes faites par les différents détaillants. Je dis détaillants parce que dans Gaspard, on a des libraires indépendants, des chaînes, de la grande distribution comme Walmart et Costco, on reçoit leurs données. Donc, on reçoit toutes leurs données qu'on agrège pour pouvoir donner un portrait global de l'industrie, ce qui en fait donc un outil de gestion commerciale. Donc, au point de vue opérationnel, nos membres utilisent Gaspard, et aussi au point de vue stratégique, donc pour faire de l'analyse d'affaires. Et aussi, Gaspard nous permet de décrire l'ensemble du marché. Présentement, dans Gaspard, on a à peu près 60% des transactions. Pour Gaspard, un des enjeux clés à la création de Gaspard en 2009, Gaspard, à la base, on prend pour acquis on demande aux détaillants de nous fournir leurs données de vente. Pour un libraire ou peu importe quel détaillant, de dire je vous fournis mes données de vente, c'est une donnée qui est extrêmement confidentielle et précieuse. On a dû travailler beaucoup avec les différents intervenants, avec les différents détaillants, pour leur expliquer la valeur de nous fournir la donnée. Donc, évidemment, on devait assurer la confidentialité de la donnée, ça c'est clair, et aussi de s'assurer que dans notre outil Gaspard, on ne puisse pas identifier un détaillant comme tel à partir de l'outil. Donc, et les détaillants qui nous fournissaient la donnée devaient voir la valeur pour eux de fournir cette donnée-là. Donc, c'est pas de sacrifier, mais de faire ce geste pour fournir une donnée très précieuse pour eux, au bienfait de l'ensemble de la chaîne et de eux aussi. Un bon exemple pour ça, c'est que les distributeurs qui sont des abonnés à Gaspard ils savent un distributeur sait combien de livres il a distribué ou combien de copies il a distribué dans les différents points de vente. Par contre, à l'aide de Gaspard, le distributeur est capable de voir les inventaires des libraires, donc de savoir sur les quantités distribuées combien ont réellement été vendus. Et ça les aide à gérer le réapprovisionnement. Et ce que les détaillants et surtout les libraires nous ont dit, c'est que depuis l'avenue de Gaspard, on voit beaucoup moins de rupture de stock. Donc, le distributeur est beaucoup plus en moyen de s'assurer d'éviter les ruptures de stock pour s'assurer que les titres soient toujours offerts. Donc, ça, c'est le genre de point où un des points où les libraires ont compris l'importance de nous fournir les données. Il y en a d'autres, évidemment, en voyant des palmarès de vente à toutes les semaines, des tableaux de bord et ainsi de suite, ils comprennent la valeur d'agréger l'ensemble des données.
Notre autre outil qui s'appelle Memento, comme je vous disais, Memento, c'est la base de données de l'ensemble des données des titres offerts au Québec. Comme je disais, il y a 2,5 millions de titres présentement dans Memento. C'est la source d'information essentielle pour les professionnels de la chaîne d'approvisionnement et les bibliothèques. C'est aussi un outil qui permet aux bibliothécaires de commander directement auprès des libraires. Donc, ça facilite le processus d'acquisition de livres directement. De façon très concrète, comment les intervenants utilisent Memento et les données de la BTLF. Mais les éditeurs, dans notre base de données Memento, notre partenaire français, qui s'appelle Electre, nous fournit toutes les métadonnées bibliographiques pour tous les titres français. Donc, on les reçoit de Electre. Pour les titres québécois, les éditeurs nous fournissent les métadonnées bibliographiques, le titre, l'image de couverture, et ainsi de suite. Et les distributeurs, eux, nous fournissent toutes les métadonnées commerciales, c'est-à-dire le prix, la disponibilité, les inventaires, ainsi de suite. Nous, à la BTLF, on reçoit quotidiennement l'ensemble de ces données-là qu'on intègre dans Memento et qu'on redistribue aux libraires et aux bibliothécaires. Un bon exemple, c'est les libraires, ils utilisent Memento de quelle façon? Les libraires, ils vont enrichir leur site web. C'est-à-dire, si vous allez sur le site de Renaud Bré ou le site de leslibraires.ca, ce sont des sites des commerçants en ligne, des sites en ligne. Les images de couverture, les résumés que vous y voyez sont des données qui proviennent de la BTLF. Donc, comme hub, comme on dit, comme agrégateur de données, on reçoit l'information et on la redistribue à ces différents points de vente-là. Les libraires aussi récupèrent les données ils peuvent les télécharger avec des API dans leur logiciel de gestion. Ils peuvent télécharger les métadonnées commerciales, le prix, et ainsi de suite, dans les logiciels de gestion à l'interne. Aussi, les éditeurs, les libraires vont utiliser Memento quotidiennement pour faire des recherches sur l'ensemble des titres. Lorsqu'ils ont un client en magasin, par exemple, vont pouvoir utiliser Memento pour rechercher les titres disponibles. Et aussi, on a 233 bibliothèques au Québec qui utilisent Memento pour procéder aux achats. 2 minutes, Patrick. Pardon? 2 minutes. Oui. Jusqu'à maintenant, les métadonnées qu'on recevait, on les recevait des éditeurs, on les redistribuait aux éditeurs, aux libraires. Donc, les enjeux de gouvernance s'appliquaient plus ou moins, mais par contre, on est en train de développer ce qu'on appelle, ou de renforcer ce qu'on appelle notre hub. On veut vraiment être la plaque tournante et avec ça, tous les enjeux de gouvernance viennent à nous et ça devient un dossier d'actualité à la BTLF d'adresser les questions, justement, comme on voyait dans les présentations précédentes, la propriété, la sécurité, la confidentialité des données. C'est un chantier qui commence, qu'on doit explorer encore plus à fond à la BTLF. Juste rapidement, un des enjeux... au Québec, il y a une grande richesse éditoriale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de titres sont édités au Québec. Par contre, il y a beaucoup de petits éditeurs, des organisations qui sont très petites. Si on dit des petits éditeurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ont des ressources limitées, autant financières que humaines. Et pour eux, la production des métadonnées ou de s'asseoir et de préparer les métadonnées pour un titre, ça demande du temps et c'est compliqué. Okay? Donc, nous, à la BTLF, on a fait une étude avec l'École des hautes études commerciales. On a fait une étude pour mesurer l'effet des métadonnées sur les ventes. C'est-à-dire, le fait d'avoir de la métadonnée de qualité, est-ce que ça a un impact positif sur les ventes de ce titre-là? Et oui, pas en grande primeur parce que l'étude est déjà sortie, mais oui, les métadonnées d'enrichissement font vendre plus de livres. Ça nous permet, on a réussi à le prouver statistiquement, ce qui nous permet de retourner voir nos éditeurs qui nous fournissent de la donnée et de leur démontrer, statistiquement que ça vaut la peine de prendre le temps de créer de la bonne métadonnée pour la fournir et la partager à l'ensemble de la chaîne du livre.
Bon, rapidement, là, bon, ça, il y a différents constats. C'est disponible, l'étude est disponible sur notre site web si vous voulez y accéder, en français et en anglais. Je voudrais remercier la BTLF. La majorité de nos revenus sont autogénérés. On vit de revenus autonomes d'abonnement à nos produits Gaspard et Memento, mais on compte aussi sur le support de partenaires financiers comme le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la SODEC et Patrimoine canadien. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Vraiment, plusieurs apprentissages très intéressants qu'on peut tirer de ta présentation, notamment l'importance de bâtir la confiance entre les partenaires d'un secteur pour pouvoir partager des informations sensibles, comme surtout dans une dynamique concurrentielle. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci. On va maintenant passer à la période de questions. On est à peine 3 minutes en retard. Je suis vraiment fière de nous. On a environ une quinzaine, vingtaine de minutes. Puis, bien, pour briser la glace, j'aimerais ça donner la parole à notre co-organisateur, Frédéric Julien. Ça va vous donner le temps peut-être de réfléchir à des questions. Sinon, on en a quelques-unes de préparées, mais ne vous gênez pas. Tant dans le chat box, la boîte pour converser ou la question-réponse, on va y revenir puis on va poser vos questions. Frédéric? Merci, Sarah. Chacune de vos initiatives ont abordé sous un angle ou un autre la notion de l'interopérabilité. Peut-être qu'on va prendre le temps de le définir. C'est un terme qui comporte plusieurs lettres, mais qui est aussi un peu épeurant à l'occasion. L'interopérabilité, c'est un peu finalement la capacité de deux systèmes de pouvoir échanger de l'information, de parler le même langage, de se comprendre sémantiquement. In the case of the audience agency, in the different aspects of governance, there was data sharing and interoperability. And I was curious to know, in the case of the audience agency, what kind of interoperability issues you had to grapple with? What kind of data points needed to be aligned, and how you got to this point? Dans le cas de M. Patrick Joly, vous avez parlé de l'adoption de standards internationaux. Dans votre cas, est-ce que ce sont les standards internationaux? Excusez-moi, j'ai une alerte Amber dans ma région. Est-ce que ce sont les standards internationaux qui ont été votre point d'ancrage pour ramener les gens autour de quelque chose de commun? Donc, je pense avec M. Towell en premier. Alors, à vous. Do you want to go ahead, Patrick Towell? So remember that we started in England, and what we did have to do was align the coding of art forms and kinds of events. And we largely did that, and that was the focus, because you can also align kinds of venues or kinds of organizations. But if you think about the interaction data, what we needed to do was store the interaction with people and events, or it could be a ticketed event, or it could be some other kind of event. So that was one of the key pieces of standardization. And then the other kind of categorization was the segmentation that I mentioned, which is a 10-way attitudinal segmentation of audiences, which I have to say has been extremely widely adopted. So I first heard about the audience agency because I heard about audience spectrum, which is that segmentation, and people started using the little names for those. We have a segment called Facebook Families, and I heard people working in arts organizations start to use that as a code between themselves when they were discussing marketing. So it was something that got adopted in their normal working life, not just in the data. And I think that's an important thing. Patrick Joly, est-ce que vous voulez répondre à la question? Oui, tout à fait. Ben oui, les standards internationaux, ce qu'ils ont servi comme point d'ancrage
Je vais dire oui. Et une des raisons, c'est parce que bon, l'adoption des standards internationaux, ça donne aussi une légitimité. Donc, en disant c'est un standard qui est internationalement reconnu, qui est adopté dans les différents pays. Le fait d'utiliser ça, ça donne une légitimité, c'est un incitatif aux intervenants de la chaîne de participer. Le défi, un des défis, c'est de rester à date, parce que les standards internationaux évoluent. On passe de la version 2.1 à la version 3 et ainsi de suite. Donc, il faut continuer à travailler, même si une fois que les standards sont adoptés, il faut continuer à travailler avec les différents intervenants de la chaîne à suivre l'évolution de ces standards-là. Parce que le rôle, le BTLF, on siège, il y a des steering committees justement pour le NICS internationaux où la norme, qui font évoluer la norme NICS, et la BTLF représente le Canada français à cette organisation-là. Donc, on peut après ça revenir sur notre territoire, si on veut, et travailler au maintien de la question de rester à jour avec ces standards-là. Merci. Et dans votre cas, Mme Joly, est-ce qu'il y a eu suffisamment de similitudes entre les besoins des différents acteurs en matière de données pour que vous arriviez facilement à définir votre modèle de saisie unique, ou s'il a fallu demander des compromis à certains pour qu'eux cherchent à se mettre un peu plus en concordance avec les modèles employés par la majorité? Comment ça s'est fait de votre côté? La question est pour moi ou pour… Pour Mme Joly. Madame Péto, pardon. Mme Péto, désolé. Vous êtes en sourdine, Mme Péto. On ne perd pas nos habitudes. Ça arrive à tous. Non, pas de problème. La question concerne le… Frédéric, désolé, redites parce que… Il s'agissait en fait de la façon dont vous avez réussi à définir un consensus autour de la donnée qui devait apparaître dans votre formulaire de saisie. Est-ce qu'il y avait suffisamment de similitudes dans les besoins en matière de données chez vos différents acteurs pour arriver rapidement à ce formulaire-là, ou s'il a fallu faire un peu un jeu de négociation et peut-être amener même certains acteurs à modifier leur modèle pour se conformer à une solution de compromis? Alors, par rapport à la présentation que je vous ai faite, non, l'objectif, c'était justement que le formulaire de saisie soit le plus personnalisable possible. La difficulté pour nous, c'était ensuite de pouvoir réécrire dans la grosse base Apidae, dans laquelle on a nos 370 000 PEI. Et donc, le challenge était davantage d'écouter. Si forcément il y a eu au départ une écoute de la part des différents acteurs sur les besoins qui pouvaient être soit communs, soit différents. Et donc, on a eu un prestataire qui a su s'adapter aux besoins qui étaient différents. Après, sur toutes les données qui sont liées au descriptif, à la thématisation, au fait de pouvoir identifier, par exemple, un lieu touristique comme étant à la fois un lieu touristique et un lieu culturel, on fait qu'il y avait certains compromis qu'on a été obligé de prendre. Par exemple, je sais pas, une mairie, elle est à la fois un lieu administratif, mais aussi ça peut être un monument classé avec tout l'historique qui va autour du monument classé. Donc, ça a supposé un travail aussi chez nous de réécriture, parce qu'on avait ces différents types d'informations qui ont permis de s'adapter au cahier des charges. Par contre, alors, la négociation la plus grande chez nous, elle était moins sur ce projet-là, mais plutôt sur la gouvernance globale d'Apidae, puisqu'on a 1380 membres. On a en fait nos critères, on a plus de 4000 critères à l'heure actuelle dans la base qui permettent d'aller chercher l'information de manière fine. Et l'évolution de ce type de critères, en fait, il est organisé en gouvernance à travers un réseau d'animateurs qui représentent chacun une région ou un type d'acteur.
Et les demandes, donc il y a différentes commissions chez nous, hein, on a, par thématique. On a des commissions autour du savoir-vivre, manger, etc. Des commissions sur la montagne, des commissions transversales, etc. Et on a des animateurs qui sont chargés d'arbitrer les besoins spécifiques. Est-ce que c'est un réel besoin et donc il y a besoin de faire évoluer notre ontologie? Ou alors, est-ce que c'est un besoin qui peut correspondre à un autre type de critérisation, mais dont le demandant n'était pas en connaissance, et donc cela suppose de la formation finalement, donc des actions de formation, donc un accompagnement, etc., etc. Donc voilà, on a une ontologie qui nous est propre et sur laquelle on travaille en interne et qui est vraiment liée à Happy Day. Et après, cette ontologie-là, elle va fonctionner avec des systèmes tiers. Par exemple, nous, sur Happy Day, on va alimenter sur un certain nombre de nos données la base nationale Data Tourisme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une plateforme open data. Et donc, Data Tourisme a travaillé sur sa propre ontologie, donc qui va récupérer des informations de différents systèmes d'information. Et nous, on travaille aussi conjointement pour qu'on puisse mapper nos différents types d'informations. Donc ça, c'est vraiment pour la partie données, métadonnées, critères. Après, on a tout un système pour aller récupérer nos informations et les écrire en API JSON, mais ça, je pense que les autres participants doivent avoir le même style de fonctionnement. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Tout à fait. Super intéressant. Je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'on a parlé, Patrick Joly a parlé de steering committees, Claudia, vous avez parlé de réseaux d'animateurs, de commissions. Ce qu'on entend, en fait, c'est l'importance d'être à l'écoute des besoins sur le terrain pour que les outils reflètent vraiment les besoins qui sont identifiés. Puis le Community Charter de The Audience Agency, c'est un peu la même chose lorsqu'il parlait de l'importance d'avoir une éthique commune qui est partagée. Donc, on voit vraiment qu'il y a des éléments qui traversent l'ensemble de vos initiatives. Ceci dit, j'aimerais vous amener un peu ailleurs dans la prochaine question qui est posée par un de nos participants, Jonathan Diable, qui vous invite en fait à répondre sur quel a été le rôle de vos initiatives dans le cadre du COVID? Comment est-ce que le fait d'avoir vos outils en place ont aidé à répondre et à adapter les personnes sur le terrain, leurs programmes pour rencontrer une nouvelle demande? I'm going to read it in English for you, Patrick. So I'm moving the conversation around COVID. How does your data efforts, open data, shared data, has helped the people on the ground address emerging needs and adapt their program while facing COVID? Patrick Joly, en premier. Bien, nous, justement, durant le COVID, la valeur d'un produit, la valeur de notre produit Gaspard a pris toute son importance. Moi, depuis que je suis à la BDF, j'appelais Gaspard notre diamant à l'état brut, c'est-à-dire une base de données très riche qui était sous-exploitée ou qu'on aimerait plus exploiter. Avec la COVID, dès le début de la COVID, à toutes les semaines, la BTLF a sorti des chiffres, des données sur les ventes par catégorie de livres, les nouveautés versus les livres de fond. Donc, un rapport assez détaillé à toutes les semaines qui était distribué à l'ensemble des intervenants de la chaîne ou aux différentes associations. Et donc, c'est devenu un peu comme ils ont créé une certaine dépendance à la donnée dans le sens où à toutes les semaines, on sort ces rapports-là et ça nous permet de voir où se situe la chaîne du livre par rapport à l'année 2019. Donc, vraiment, là, toutes les semaines, d'avoir un suivi très, très, très serré de l'évolution, que ce soit les ventes au détail, les ventes aux collectivités, les différentes catégories de titres. Donc, les données de Gaspard nous ont vraiment permis de jouer un rôle de premier plan durant la COVID à ce niveau-là. Merci. Je donnerai la parole à Claudia pour ne pas faire trop de changements de langue pour notre interprète.
Alors nous, je vous en avais un peu parlé lors de mon intervention. On est intervenu à 2 niveaux, donc au plus près du terrain, parce qu'on a créé un certain nombre de champs qui ont permis de renseigner toutes les dispositions qui ont été mises en place par chacun des organisateurs d'événements, des organisateurs d'activités, des restaurateurs et des efforts qu'ils ont faits au plus proche du terrain. Donc, pour les événements ou pour les aspects culturels, on peut parler aussi des activités en ligne qui ont été mises en place. Donc ça, ces informations-là, on les a remontées sur la base de données et qui a servi à alimenter les différents sites Internet et faire connaître aux habitants, puisqu'on était en confinement, hein, tout ce qu'ils pouvaient faire autour de chez eux, tout ce qu'on peut faire en confinement au plus près du terrain. Donc, on a été le plus proche possible et pour refléter la réalité du terrain et faire connaître au plus grand nombre ces efforts-là. Parce qu'on va travailler avec les offices de tourisme. Les offices de tourisme vont travailler avec les mairies, etc., etc. Et d'autre part, au sein de l'animation du réseau, on a profité aussi que certains offices étaient peut-être n'avaient pas à accueillir le public, donc un peu plus de temps de disponibilité. Et on a axé vraiment nos communications sur la formation autour de l'outil, sur un développement d'un formulaire spécifique Covid. Donc comment s'en servir, comment être le plus et on a développé aussi des widgets. Donc les widgets, c'est une espèce d'usine simple pour fabriquer un bout de code et qu'on va pouvoir plugger sur beaucoup de sites différents. Donc on a essayé vraiment de travailler autour à la fois de la saisie de l'information et de la collecte de l'information pour pouvoir rendre service à ceux qui faisaient des efforts et être au plus près d'aider au maximum les acteurs locaux. Et également sur comment, en tant qu'utilisateur et chaîne territoriale, je pouvais participer et mettre en avant toutes ces bonnes initiatives. Merci. Patrick Towell, I will invite you not only to answer the COVID question. I saw that you shared a lot of resources in the conversation in the chat. But also, if you could tell us a little bit more about your partnership with Synapse. That was one of the question from a participant. Sure. I shared some resources. So we started actually doing scenario planning with cultural organizations in the first week of April. We started our recovery program then. We had no idea what we were doing. And we learned together. And I think this is one of the themes of how to recover from COVID, which is that you collaborate with peers, you collaborate with partners, and then you find any evidence you can to help you, because all of the literature on how you deal with volatile, uncertain, complex, and ambiguous situations is there's some evidence and some data is better than none. And so the data we've been using has been used by organizations helping to redesign their business models, but also we've had a special to the Department for Culture, Media and Sport. We do special briefings for them, I think every 2 weeks using the data. So it's a mixed bag. I don't want to say, well, I can say that the work with Synapse at the moment is focused in Quebec, and users will start using the service next year as a kind of pilot. It's a minimum viable product that we're delivering into there. But we are working with colleagues at Synapse to bid for other money and to do work in other parts of Canada. So it's based around kind of clusters of organizations that are willing to be, how can we say, early adopters for the service, and who are interested to work with us to do some of the work, for instance, in defining the data standards that are the right ones for Canada rather than what we use in the UK. Thank you very much. One last question from one of our panelists was related to
are you aware of your initiative having inspired other sector, other organization in the same sector, having being replicated somewhere? I'd love to hear you again, Patrick. But also, Claudia, Patrick Joly, la question c'est vraiment, est-ce que vous êtes au courant d'initiatives qui ont été inspirées par vos propres projets de collaboration, qui ont été soit repris dans d'autres secteurs? Very briefly, I did my diagram. So I think, you know, we have found our soulmates in Synapse because their vision and our vision and values were very similar. We have similar people who I think we have inspired, and Anne, who's the founder of the whole group, is an inspirational leader herself. So our partner, we were in discussion with partners in Germany, in Holland, already working in Norway. And I think people see what we've been able to do, which is by the peculiarity of the English funding system and by some good luck and whatever, and they're emboldened to kind of go, okay, well, if they can do it, absolutely we can do it. And then they need to find their stakeholders who will support it, the money that can start initializing it, and find the right early adopters to work with. And we're very happy when people copy the model. We're even happier when we're involved. Thank you. Claudia, Patrick, rapidement, chacun peut-être une petite minute. Alors, par rapport à Apidae, c'est vrai qu'on a eu quelques demandes d'autres pays parfois sur le sujet. Donc, en fonction des sujets, si on peut collaborer, c'est avec plaisir autour d'exemples concrets. Mais voilà, on avance aussi en marchant et on est en train de monter à travers notre propre société. Là, on s'est lancé en tant qu'indépendant, donc on axe vraiment nos efforts là-dessus. Mais on est complètement ouvert à d'autres types de parcours. Après, je pense que ce qui change aussi, c'est qu'on a des dimensions plus ou moins locales. Donc, on a ce qu'on a mis en place au niveau coordination globale du projet est en train vraiment de prendre pied au niveau de chaque territoire. Donc, c'est de l'intra. Voilà, on s'inspire mutuellement en intra et au fur et à mesure qu'on accueille de nouveaux adhérents. Merci, Patrick. Bon, je ne sais pas si c'est inspiré, mais on a partagé notre expérience avec d'autres secteurs culturels au Québec, dont la musique et ainsi de suite. J'ai présenté ce que la BTLF fait et comment on s'y prend. Et je pense qu'ils ont, au secteur de la musique, par exemple, je sais qu'on a fait des présentations sur la structure de la BTLF et ainsi de suite. Et il y a certaines initiatives dans ces secteurs-là et je pense qu'ils sont peut-être inspirés de certains points de ce que la BTLF peut faire. Merci beaucoup. Merci à tous vraiment pour le temps que vous avez pris aujourd'hui avec nous pour présenter vos initiatives, pour répondre aux questions. On a vraiment de nombreux enseignements avec lesquels on va repartir. Puis, j'aimerais peut-être résumer un peu les impressions que j'ai suite à la rencontre. Chacune des organisations vraiment représentées ici joue un rôle clé pour structurer, pour faire progresser le partage puis la publication des données dans leur secteur. C'est évident que vous jouez vraiment un rôle important. Puis ce qui est intéressant également, c'est que chacun des conférenciers ici nous a présenté un modèle un peu différent de la collaboration dans le domaine des données numériques. La plateforme Apidae, c'est un modèle un peu plus décentralisé qui permet d'amplifier les capacités des acteurs, d'un réseau autonome d'acteurs, de diffuser l'information à large échelle, de réduire les coûts de production. L'outil Audience Finder, c'est un beau modèle de mutualisation qui permet de faire émerger des nouvelles connaissances sur les audiences que seule la mise en commun des données permet de révéler grâce au grand nombre d'informations qui est mise ensemble. Puis finalement, les plateformes Memento puis Gaspard, c'est des très bons modèles de standardisation, d'interopérabilité qui démontrent le pouvoir de
collaboration à dépasser les intérêts parfois conflictuels des différents types d'acteurs au sein d'une même industrie. Donc, comme le souligné Frédéric Julien d'entrée de jeu, l'initiative Un avenir numérique lié poursuit sa réflexion sur la gouvernance des données. Puis c'est le rôle de Nord-Ouvert de soutenir cet effort-là, puisqu'on est des spécialistes de la question de la gestion et de la gouvernance des données. Donc, au cours des prochains mois, on va poursuivre notre exploration, nos recherches avec Capacoa concernant différents modes de collaboration numérique. On va notamment lancer un important sondage qu'on va transmettre à l'ensemble de l'industrie. Donc, on vous invite à garder ça en tête. Un sondage, un autre, mais on aimerait ça que vous soyez présents lorsqu'on va vous l'envoyer puis que vous le diffusiez largement dans votre secteur parce que ça va être une façon pour vous de contribuer à faire progresser ce chantier de la collaboration autour des données numériques dans le secteur des arts et de la performance au Canada. Nous allons également organiser un atelier d'idéation avec des représentants du secteur qui vont être basés au Canada à la suite du présent webinaire. Donc, j'inviterai ma collègue, Megan, elle vous a déjà partagé l'adresse courriel. Écrivez-nous si ça vous intéresse. L'adresse, c'est ldf.anl@capacoa.ca. Puis en terminant, je vous inviterai à prendre une petite minute. Megan, if you can launch the poll. On a un petit sondage pour le plaisir, 3 questions. On aimerait savoir si vous avez été inspiré, si vous seriez prêt à vous impliquer dans un projet de collaboration numérique. Puis, je crois qu'il y a 3 questions. Moi, je n'en vois qu'une à l'écran. Puis, je ne peux pas répondre, on me dit. Mais prenez quelques minutes pour y répondre. On va révéler les résultats au plus tard à 13h20. Il nous reste 2 petites minutes, tout le monde ensemble. Frédéric, un mot de la fin? J'aimerais bien entendu remercier nos présentateurs aujourd'hui, Madame Péto, Monsieur Joly, Mr. Towell. Thank you very much for your participation today. I also want to thank the funders for the Link Digital Future Initiative, mainly the Government of Canada, and also the Canada Council for the Arts. And also, I wanted to pay tribute to all of the other industry associations and art service organizations that do similar work in the area of data governance. Le changement, ça ne se fait pas à l'échelle individuelle, ça prend de nombreux partenariats, ça prend l'appui des gouvernements, oui, ça prend l'appui des gouvernements en matière de politique publique notamment, mais ça prend la participation de nombreux intervenants du secteur qui partagent une vision et qui parfois vont prendre des chemins légèrement différents, mais qui ultimement convergent vers un changement et vers une plus grande mutualisation de la donnée. Oh, on a eu les réponses. Finalement, je pense qu'on n'avait qu'une question. En tout cas, moi, je n'en vois qu'une seule. Est-ce que vous seriez prêt à vous impliquer dans un projet de collaboration numérique? On voit que 80% des gens qui ont répondu seraient très intéressés. C'est une très bonne nouvelle. On espère que ce n'est que le début de l'aventure. Merci à tous d'avoir été présents. Restez à l'affût. Inscrivez-vous à l'infolettre de Capacoa ou de Nord-Ouvert pour avoir plus de nouvelles.